Il y a 3 semaines, un moine chinois de 94 ans nommé Chen Huimin a fait quelque chose qui aurait pu lui coûter la vie. Après 6 décennies de silence, il a finalement révélé ce qui est inscrit dans les textes interdits, dissimulés sous son monastère dans la province de Qinghai. Des textes qui décrivent le mont Kailash non pas comme une montagne, mais comme une machine, une structure ancienne délibérément placée sur Terre par des êtres qui existaient bien avant l'humanité. Et selon ces textes, cette machine fonctionne encore. Les moines l'appellent le point d'ancrage. Ils affirment qu'il génère un champ capable de déformer le temps, de neutraliser les appareils électroniques et de conduire quiconque s'en approche trop près aux limites de la raison. Selon eux, des alpinistes ayant passé 12 heures sur ces pentes sont revenus vieillis de plusieurs décennies. Leurs organes s'étaient détériorés, leurs cheveux étaient devenus blancs. La plupart d'entre eux sont morts dans les 2 ans qui ont suivi. Mais voici ce que les moines n'avaient jamais dit à personne jusqu'à maintenant. Quelque chose est enfoui sous cette montagne. Les textes l'appellent la graine du monde suivant, et la montagne la protège. La distorsion temporelle. Les mains du maître Chen tremblaient lorsqu'il a décrit ce que les textes anciens disent à propos du temps aux abords du mont Kailash. Son traducteur a dû s'interrompre à 2 reprises, car le vieux moine ne cessait de marquer des pauses, jetant des regards vers la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption pour le faire taire avant qu'il n'ait terminé. « Le temps ne s'écoule pas là-bas, a-t-il finalement dit. Il attire, il s'accélère, il vous prend ce que vous ne pouvez jamais récupérer. Les moines le savent depuis des siècles, mais c'est une expédition scientifique russe, en 1999, qui a produit le premier témoignage occidental documenté semblant le confirmer. Cette expédition était dirigée par le docteur Yuri Voulov, un chercheur expérimenté ayant passé 2 décennies à étudier la médecine en haute altitude. Rien ne l'ébranlait. Il avait consacré sa carrière à certains des environnements les plus hostiles de la planète. Pourtant, ce qu'il a découvert ce jour-là l'a poussé à abandonner complètement son expédition et à quitter la région précipitamment. Un groupe d'alpinistes sibériens était revenu des pentes du Kailash après 12 heures. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Des cheveux autrefois sombres étaient striés de gris. Les barbes avaient poussé bien plus longtemps qu'il n'aurait été physiquement possible. Les ongles dépassaient largement le bout des doigts. Leurs visages portèrent des rides profondes, une peau affaissée, ce regard creux, propre aux hommes que quelque chose a profondément brisé. Voulov a tout consigné dans un journal personnel, non publié avant sa mort. Il y écrivait que le pire, c'était leurs yeux, non pas effrayés, mais vides, comme s'ils avaient contemplé quelque chose qui avait effacé une partie d'eux-mêmes. Lorsqu'on leur demandait combien de temps ils avaient passé sur la montagne, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. L'un insistait qu'il s'était écoulé des semaines. Un autre jurait que ce n'avait été que quelques heures. Ils devenaient agités, presque incontrôlables, quand on les pressait de répondre. Voulov a ordonné des examens médicaux complets avant que les alpinistes ne quittent la région. Les résultats contredisaient tout ce que la science médicale comprend de la biologie humaine. Leurs organes présentaient une dégradation comparable à celle d'hommes de 80 ans. Des dommages cellulaires, qui auraient dû nécessiter des décennies, s'étaient se produits en à peine une demi-journée. Les marqueurs biologiques révélaient un stress extrême, comme si leur corps avait traversé des années de vieillissement en l'espace d'un seul après-midi. En moins de 2 ans, chacun de ces alpinistes était décédé. Défaillance cardiaque, effondrement d'organes, pathologie qui n'aurait jamais dû toucher des hommes en bonne santé dans la trentaine. Le seul point commun entre tous ces cas, c'était ces 12 heures passées sur le mont Kailash. Ce qui rend cela médicalement troublant, c'est le concept de raccourcissement accéléré des télomères. Les télomères sont les capuchons protecteurs situés aux extrémités des chromosomes, qui se réduisent naturellement avec l'âge. Un stress physique et psychologique intense peut accélérer ce processus. Mais le rythme de dégradation décrit dans les notes d'examen de Volkoff suggère une compression du vieillissement sans aucun précédent dans la littérature scientifique validée par les pairs. Les moines, eux, n'étaient nullement étonnés. Ils documentaient ce phénomène depuis plus de 1000 ans. D'après le maître Chen, les textes anciens décrivent précisément une zone d'influence s'étendant sur 15 km autour du sommet dans toutes les directions. À l'intérieur de cette frontière, les règles physiques ordinaires s'effondrent, le temps se contracte, les corps vieillissent, et quelque chose observe jusqu'où un être humain peut aller avant de se briser. Voici un détail qui approfondit encore davantage tout cela. Des pèlerins accomplissent des circuits rituels autour de Kailash depuis des millénaires, convaincus que chaque tour complet efface le karma négatif.
Le parcours de pèlerinage habituel, appelé le Kora, couvre 52 km à une altitude dépassant 5000 mètres. Bouddhistes tibétains, hindous, jains et pratiquants Bön le parcourent tous. Ce que presque aucun d'entre eux ne réalise, c'est que les textes anciens décrivent cette pratique non pas en termes symboliques, mais de manière littérale. Parcourir ce circuit entraîne un décalage temporel mesurable. S'approcher du sommet, en revanche, provoque une accélération brutale du temps. La montagne ne se contente pas de vous faire vieillir. Elle s'empare de quelque chose que vous ne pouvez jamais récupérer, des heures, des années, des avenirs qui vous appartiennent, et elle ne demande pas la permission. Le sommet inguérissable. Nul n'a jamais atteint le sommet du mont Kyash, pas une seule personne, pas dans toute l'histoire humaine connue, non pas parce que personne n'a essayé, mais parce que la montagne ne le permet pas. Kyash culmine à 6638 mètres, ce qui, selon les standards himalayens, en fait un défi technique tout à fait accessible. Des dizaines de sommets d'altitude comparables ont été gravis à de nombreuses reprises. Certains sont même devenus des expéditions commerciales banales. Kyash, lui, n'a jamais été atteint. Le gouvernement chinois, qui contrôle l'accès à la région autonome du Tibet où se trouve Kyash, interdit les tentatives d'ascension depuis les années 80, invoquant officiellement le respect de son importance religieuse. Mais cette interdiction est venue après des décennies de tentatives infructueuses et de témoignages profondément troublants de la part de ceux qui avaient essayé. L'alpiniste britannique Hugh Rutledge fut l'un des premiers occidentaux à documenter formellement ce phénomène. En 1926, il passa 3 semaines à étudier Kyash sous tous les angles d'approche possibles. Rutledge était un vétéran des sommets les plus redoutables de l'Himalaya, un homme qui avait regardé la mort en face sur des parois glacées, sans jamais flancher. Il est peut-être davantage connu pour son rôle ultérieur en tant que chef de l'expédition de 1933 sur l'Everest, qui s'était approché du sommet plus près que toute tentative précédente. Un homme, en d'autres termes, qui comprenait les dangers de la montagne à un niveau professionnel. Après 3 semaines à observer Kyash, Rutledge rangea son matériel et déclara la montagne absolument impossible à gravir. Ses notes d'expédition révélèrent en quelque chose d'étrange. Il ne citait pas les conditions glaciaires, ni la difficulté technique comme obstacle principal. Il décrivait une sensation, une pression qui s'accumulait dans sa poitrine à mesure qu'il s'approchait, une certitude écrasante que la montagne était consciente de sa présence, et ne le souhaitait pas là. Ses guides refusèrent d'avancer. 3 d'entre eux firent des cauchemars si intenses qu'ils se réveillèrent en criant, les mains portées vers leur propre visage. Rutledge lui-même admit que repartir ressemblait moins à une retraite qu'à une autorisation d'échapper à quelque chose. Ce schéma se répéta pendant des décennies. En 2001, une équipe d'alpinistes espagnols obtint l'un des permis les plus rares de l'histoire de l'alpinisme, une autorisation officielle du gouvernement chinois pour tenter l'ascension du sommet de Kyash. C'étaient des grimpeurs d'élite, des vétérans de l'Everest et du K2, des hommes ayant surmonté chaque défi technique que l'Himalaya pouvait offrir. Ils ne dépassèrent jamais le camp de base. Les membres de l'équipe signalèrent des hallucinations soudaines, des visions de proches en train de périr, du sol s'ouvrant sous leurs pieds, de silhouettes se déplaçant dans leur vision périphérique qui disparaissaient dès qu'ils se retournaient, des nausées paralysantes surgissant sans avertissement et s'évaporant tout aussi vite, et plus troublante encore, une expérience psychologique partagée qu'ils peinaient à formuler, une certitude profonde et absolue que continuer signifierait quelque chose de bien pire que la disparition. L'alpiniste russe Sergei Chistiakov décrivit son vécu lors d'un entretien ultérieurement étouffé par les autorités locales. Il tremblait en parlant, enchaînant les cigarettes, refusant de croiser le regard de la caméra. Son interprète précisa que Chistiakov n'avait pas dormi correctement depuis des mois. Il évoqua le mal des altitudes, oui, mais quelque chose de fondamentalement différent. Son cœur s'emballait sans raison apparente. Une seule pensée revenait en boucle dans son esprit. « Tu n'as pas ta place ici ». Ce n'était pas sa pensée à lui, elle venait de l'extérieur, de la montagne elle-même. Il la sentait appuyée contre son esprit comme une main posée sur son crâne. Au moment où il décida de faire demi-tour, chaque symptôme disparut instantanément. Il dit que cela ressemblait à une libération d'une emprise dont il n'avait pas conscience. Un soulagement si intense le traversa qu'il fondit en larmes. Ce que les psychologues appellent ce phénomène mérite d'être mentionné. Les hallucinations collectives sous stress physiologique extrême sont documentées, mais ce qui distingue les témoignages liés à Kyash, c'est leur cohérence entre différents groupes culturels, barrières linguistiques et décennies de récits indépendants.
Des personnes venant d'Espagne, de Russie, d'Allemagne, du Japon et de diverses communautés himalayennes ont décrit des expériences se recoupant de façon précise et vérifiable. Ce que les textes anciens appellent le chant du rejet, c'est précisément cette cohérence entre les cultures qui rend le phénomène impossible à écarter, comme une simple peur des hauteurs ou une psychose liée à l'altitude. Ils le décrivent en termes très précis. Une énergie qui n'attaque pas les intrus, mais qui détecte la faille propre à chaque esprit et l'amplifie jusqu'à ce que le repli devienne la seule issue. Les moines ne présentent pas cela comme quelque chose d'hostile. Pour eux, c'est une forme de protection. La montagne ne cherche pas à vous blesser. Elle s'assure simplement que vous repartez avant d'avoir découvert ce qu'elle garde en son sein. Les défaillances des appareils. Les boussoles deviennent folles à proximité du mont Kyash. Dans un paysage où les repères se répètent à l'infini, où la météo bascule sans prévenir et où chaque crête ressemble trait pour trait à la précédente, perdre sa boussole n'est pas un simple désagrément, c'est une condamnation. Des randonneurs documentent ce phénomène depuis des décennies. En 2015, une expédition allemande avait emporté 6 boussoles provenant de 3 fabricants différents. Toutes les 6 ont cessé de fonctionner en même temps, à moins de 8 km du sommet. Le chef de l'expédition, ancien navigateur militaire avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, a décrit la scène. L'aiguille tournait en parfaite synchronisation sur les 6 appareils, comme si elle répondait à un même signal invisible. Les anomalies magnétiques autour de Kyash ont été partiellement confirmées par des données satellitaires. L'Institut indien de géomagnétisme a identifié des perturbations magnétiques localisées dans la région du plateau tibétain, qui demeurent à ce jour mal comprises. Ce qui distingue la zone autour de Kyash, c'est l'intensité et la régularité des signalements de défaillance de boussole par rapport à d'autres zones présentant des anomalies magnétiques documentées. Les explications géologiques classiques évoquent des formations rocheuses riches en magnétite, mais la géométrie et la précision des perturbations autour de Chaos ne correspondent pas aux schémas habituels de distribution des minéraux volcaniques. Plus haut encore, au-dessus de la montagne, les pilotes rapportent des phénomènes qu'aucun document officiel n'a jamais réussi à expliquer de façon satisfaisante. Les aéronefs ont l'interdiction de survoler directement le sommet, officiellement classé en espace aérien restreint. Mais la véritable raison ne figure dans aucun document gouvernemental publié. Les pilotes ayant volé à proximité de cette région décrivent des instruments affichant des données contradictoires en même temps, des altimètres indiquant des chiffres impossibles, des indicateurs de cap tournant à rebours, une perte totale du signal durant exactement le temps où il se trouvait au plus près du sommet. Des turbulences surgissant de nulle part par ciel parfaitement dégagé, pas la montée progressive à laquelle les pilotes s'attendent, mais des secousses violentes et instantanées, s'arrêtant aussi brusquement qu'elles avaient commencé. Les avions modernes sont équipés de systèmes redondants conçus précisément pour éviter des pannes multiples simultanées. À proximité de Kyash, ces systèmes redondants tombent en panne quand même. Un pilote de ligne ayant requis l'anonymat a confié qu'il emprunte cette route régionale depuis des dizaines de fois. À chaque vol, quelque chose se passe qui ne devrait pas être possible. Lui et son copilote n'en parlent pas entre eux. Personne d'autre non plus. Mais tout le monde sait. Les images captées par des drones ont ajouté une nouvelle couche de preuves. Des équipes de documentaristes ont tenté d'envoyer des engins non pilotés à proximité des pentes, espérant capturer des images aériennes du sommet qu'aucun œil humain n'a jamais contemplées depuis les hauteurs. La plupart n'ont pas réussi à aller bien loin. Certains ont perdu le signal et se sont écrasés au sol comme des pierres. D'autres ont rapporté des images corrompues, déformées, comme si quelque chose avait perturbé le flux de données lui-même. Les ingénieurs ont examiné ces appareils par la suite et n'ont trouvé aucun dommage physique, aucun circuit grillé, aucune défaillance mécanique, aucune explication au fait que la machine avait cessé de fonctionner. Ils ont simplement arrêté de marcher à portée de la montagne, puis ont recommencé à fonctionner normalement dès qu'on les en a éloignés. Maître Chen a hoché la tête lorsqu'on lui a rapporté ces faits. Les textes l'avaient prédit. Il a dit « Le point d'ancrage génère un champ qui repousse ce qui est artificiel. Vos machines ne sont pas les bienvenues là-bas. Vous non plus. » Et les moines affirment que ces pannes technologiques ne sont pas aléatoires. Elles sont ciblées. La montagne identifie ceux sur quoi les humains s'appuient pour garder le contrôle et le neutralise méthodiquement. D'abord la navigation, puis les communications, puis les appareils eux-mêmes.
Au moment où les alpinistes comprennent vraiment ce qui se passe, ils sont déjà désorientés, isolés, et luttent contre une envie irrésistible de fuir. Les lacs jumeaux. 2 lacs se trouvent au pied du mont Kyash, séparés par une étroite bande de terre d'environ 3 kilomètres de large. Ils ne pourraient même pas être plus différents l'un de l'autre. Le lac Manisaravar est d'un calme absolu. Sa surface d'eau douce reste lisse comme un miroir même lorsque le vent souffle violemment sur le plateau tibétain en altitude. À 4590 mètres au-dessus du niveau de la mer, quand chaque autre étendue d'eau de la région se fige sous la glace en hiver, la surface de Manasar reste ouverte, paisible, et d'une sérénité si parfaite qu'elle semble presque artificielle aux yeux de tous ceux qui la contemplent. À ses côtés s'étend Rakshastal, salé, agité, dont les eaux tourbillonnent en permanence, comme si quelque chose sous la surface refusait toute immobilité. Aucun poisson ne vit dans Rakshastal. Manassar, lui, abrite une vie aquatique. Le contraste entre les deux est si frappant que les voyageurs qui les découvrent le même jour décrivent souvent la sensation de passer d'une réalité à une autre fondamentalement différente. L'explication géologique de cette différence repose sur des apports et des systèmes de drainage distincts. Manisaravar reçoit d'importantes eaux de fonte glaciaire provenant des pentes méridionales du Kailash, tandis que la chimie de Rakshastal est influencée par des apports minéraux différents. Ce sont des différences réelles et documentées. Ce que la géologie n'explique pas, c'est l'anomalie comportementale persistante. Pourquoi la surface de Manisaravar reste-t-elle aussi constamment calme dans des conditions qui devraient normalement générer d'importantes vagues? La voix de Maître Chen s'est faite plus basse lorsqu'il a évoqué les lacs. Il a jeté un regard à ses frères moines avant de continuer, comme s'il vérifiait s'il devait dire ce qui allait suivre. Eight Stoit, les textes les appellent les yeux de la montagne, a-t-il dit doucement. Manassar observe le ciel. Rakshastal surveille ce qui se trouve en dessous. Ensemble, ils forment un système de veille qui fonctionne depuis des millénaires. Rien n'approche Kailash sans être observé. Absolument rien. Quand la nuit tombe, Manasarovar devient encore plus étrange. Des témoins issus de nombreux siècles et de traditions culturelles variées décrivent de petits points lumineux qui se déplacent à la surface du lac. Il ne s'agit pas de reflets d'étoiles suivant la rotation céleste en arc régulier, mais de sources indépendantes évoluant selon des trajectoires qui semblent guidées par une intention. La couleur de l'eau change d'un jour à l'autre, alternant entre des teintes bleues, vertes et parfois des nuances cramoisies qu'aucune explication géologique établie ne permet de justifier. Le poète et pèlerin indien Kabir écrivit sur Manasarovar au XVe siècle, décrivant des lumières qui lui apparaissaient comme des messagers circulant entre le ciel et les profondeurs. Des témoignages séparés par 500 ans relatent des phénomènes identiques. Le terrain autour des lacs se modifie d'une façon qui rend toute cartographie cohérente impossible. Les pèlerins effectuant le circuit rituel évoquent des sentiers qui disparaissent et réapparaissent entre deux pas. Des rochers bien solides à une heure sont introuvables à la suivante. Les photographies prises aux abords des lacs correspondent rarement à ce que les témoins affirment avoir vu au moment de la prise de vue. Le son se propage de façon singulière, arrivant en retard, déformé ou n'arrivant pas du tout. Même le silence semble avoir plusieurs couches, peuplées d'échos qui ne s'estompent jamais vraiment. Les moines affirment que tout cela est voulu. Les lacs ne se contentent pas d'observer, ils mettent à l'épreuve. Ils altèrent la perception afin de déterminer si les visiteurs méritent d'accéder à ce qui se trouve au-delà. La plupart des gens échouent sans même savoir qu'ils étaient évalués. La géométrie impossible. De loin, le mont Kailash ne ressemble pas à une formation naturelle. Contrairement à tous les autres sommets himalayens, façonnés par de violentes collisions tectoniques et taillés de façon asymétrique par l'érosion glaciaire sur des millions d'années, Kailash s'élève avec une symétrie presque parfaite. Ces 4 faces abruptes descendent précisément vers les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Les arêtes sont nettes et régulières d'une manière qui ne devrait pas exister dans la nature. Les géologues ayant étudié cette formation reconnaissent que si les sommets pyramidaux ne sont pas totalement inconnus, la combinaison de la symétrie bilatérale quasi parfaite de Kailash, de son orientation cardinale précise et de sa remarquable préservation sur des millions d'années, le place dans une catégorie que la seule sculpture glaciaire peine à expliquer pleinement. Le maître Chen déroula une carte sur le sol du monastère et traça des lignes qu'il semblait connaître par cœur. Le point d'ancrage n'avait pas été choisi au hasard. Il dit simplement « Regardez ».
Il traça une ligne depuis Kailash jusqu'à la grande pyramide de Gizeh. Prolongée davantage, elle passait directement par Stonehenge. Une deuxième ligne reliait Kailash à l'île de Pâques. Une troisième se dirigeait vers Angkor Wat au Cambodge. Une quatrième rejoignait la cité antique de Petra en Jordanie, et une cinquième s'étendait jusqu'au site mégalithique de Tiwanaku en Bolivie. Ces alignements ont été calculés de façon indépendante par des chercheurs spécialisés en archéoastronomie et en géométrie sacrée. Karl Munk, un chercheur qui consacra des décennies à analyser les relations mathématiques entre les sites de monuments anciens, documenta plusieurs de ces alignements au début des années 90. Quoi qu'on pense de son cadre théorique global, les relations géométriques elles-mêmes sont mesurables et bien réelles. La probabilité que ces alignements se produisent par pur hasard sur la surface d'une sphère a été calculée par plusieurs chercheurs avec des résultats allant d'1 sur quelques millions à 1 sur plusieurs milliards, selon les critères de précision appliqués. La position du maître Chen est sans équivoque. Les bâtisseurs comprenaient le réseau énergétique de la Terre. Ils plaçaient les monuments au point d'intersection. Kaash était le nœud central, le point de contrôle, la machine permettant à tous les autres sites de fonctionner, la salle des archives. C'est pour la fin que le maître Chen avait réservé la révélation la plus troublante. Le monastère s'était fait silencieux à ce moment-là. Les autres moines avaient quitté la pièce un à un, comme s'ils savaient déjà ce qui allait être dit, et ne souhaitaient pas être présents lorsque cela serait prononcé à voix haute. Par la fenêtre, des nuages s'amassaient au-dessus des sommets lointains. Le vent faisait trembler les vieux volets en bois. Quand le maître Chen reprit la parole, sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Les textes évoquent une chambre, dit-il, profondément enfouie sous la montagne. Ce n'était ni un tombeau, ni un coffre au trésor, mais quelque chose d'entièrement différent. Il l'appelait la salle des archives. D'après les anciens manuscrits, cette chambre renfermerait des connaissances antérieures à la civilisation humaine, de dizaines de milliers d'années, une documentation sur les origines de l'humanité. Non pas une théorie de l'évolution, ni une mythologie de la création, mais de véritables archives sur ce que nous sommes et d'où nous venons, qui contredisent tout ce que le consensus historique a établi. Le concept d'une salle des archives souterraines n'est pas propre à la tradition de Kaash. Edgar Cayce, le médium américain dont les diagnostics médicaux furent examinés par des médecins de Johns Hopkins dans les années 1930, décrivait à plusieurs reprises une salle des archives enfouie sous le sphinx de Gizeh, contenant des documents sur la civilisation atlante. Les tablettes d'émeraude, d'anciens textes alchimiques attribués à Hermès Trismégiste et mentionnés par Newton dans ses manuscrits privés non publiés, décrivent des chambres cachées sous des montagnes sacrées renfermant l'histoire complète des civilisations préhumaines. Le livre d'Enoch, un texte religieux juif cité directement dans le Nouveau Testament et retrouvé parmi les manuscrits de la mer Morte, décrit des êtres célestes préservant des savoirs sous des montagnes, gravés sur des tablettes destinées à demeurer cachés jusqu'au moment opportun. Le maître Chen n'est pas seul dans ce que les textes conservés sous son monastère affirment. Selon les manuscrits de Kailash, cette chambre contiendrait des informations sur des capacités et des histoires délibérément dissimulées, et, plus troublant encore, des descriptions détaillées de ce qui est à venir. Des événements que les textes nomment le tournant, une transformation de l'existence humaine si totale que le monde qui en résultera sera méconnaissable par rapport à celui qui l'a précédé. Les textes l'appellent la graine du prochain monde. Le maître Chen a dit ne pas comprendre pleinement ce que cette expression signifie. Mais les textes sont clairs sur un point, cette connaissance n'est pas encore destinée à l'humanité. Chaque mécanisme de défense que déploie la montagne, chaque phénomène qui a semé la confusion, vieilli prématurément, terrorisé et emporté ceux qui s'en sont approchés, tout cela existe pour garantir que la salle des archives reste scellée jusqu'au moment opportun. Nous avons posé la question inévitable. Quand ce moment viendrait-il? Comment l'humanité serait-elle qu'elle était prête? L'expression du maître Chen se transforma alors. Pour la première fois dans la conversation, quelque chose ressemblant à une véritable inquiétude traversa son visage. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table. « Ce n'est pas nous qui choisirons, » dit-il doucement. « C'est la montagne qui choisira. Elle l'a toujours fait, tout est lié. Pour 4 grandes religions mondiales, le mont Kyash représente le centre de l'univers. Les hindous croient que Shiva y demeure en méditation éternelle au sommet, et la montagne est assimilée au mont Meru, l'axe cosmique autour duquel toute la création tourne. Le Rig Veda, parmi les textes religieux les plus anciens qui existent, cite Meru comme le point d'origine de toute création.
Les bouddhistes tibétains identifient Kyash au mandala de Chakra Samvara, une divinité associée aux états les plus élevés de la conscience éveillée. Les Jains le considèrent comme le lieu où leur premier Tirthankara, Rishabhadeva, atteignit la libération. La religion Bön, tradition spirituelle indigène du Tibet antérieure au bouddhisme de plusieurs millénaires, tient Kailash pour le siège de tout pouvoir spirituel dans le monde connu. 4 traditions de foi entièrement distinctes, enracinées dans des cultures et des langues différentes, développées indépendamment sur des millénaires, sont parvenues à la même conclusion concernant la même montagne. Ce degré de convergence entre traditions sans lien commun est quelque chose que les archéologues spécialisés dans la distribution des sites sacrés prennent très au sérieux, comme la preuve d'une compréhension partagée extrêmement ancienne. 4 des plus grands fleuves d'Asie prennent leur source dans la région entourant Kyash: l'Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre et le Karnali. Ensemble, ces cours d'eau alimentent près de la moitié de l'approvisionnement en eau de l'humanité. L'Indus seul fait vivre environ 300 millions de personnes au Pakistan, en Inde et en Afghanistan. Le bassin du Brahmapoutre abrite l'un des écosystèmes fluviaux les plus riches en biodiversité de la planète. Les moines affirment qu'il ne s'agit nullement d'une coïncidence géographique. La montagne aurait été placée délibérément à la source hydrologique du continent, nourrissant la vie à travers la planète entière, tout en gardant enfoui sous elle le savoir capable de tout bouleverser. Tout est lié, les distorsions temporelles qui font vieillir les alpinistes de plusieurs décennies, le champ psychologique qui réduit des grimpeurs d'élite à un état de profond désarroi, les défaillances technologiques qui privent les humains de tous leurs outils de navigation, les 2 lacs qui observent tout ce qui s'approche, la géométrie impossible évoquant davantage une construction délibérée qu'un accident géologique, l'alignement avec Gizeh, Stonehenge, l'île de Pâques, Angkor et Petra, et sous tout cela une chambre renfermant un savoir sur les origines et le destin de l'humanité, auquel nous ne sommes pas encore autorisés à accéder. Le mont Chaos se dresse immobile depuis des millénaires, tandis que les gouvernements en restreignent l'accès, que les alpinistes en fuient épouvantés, et que les scientifiques y documentent des phénomènes qu'ils sont incapables d'expliquer. Aujourd'hui, des moines qui gardaient ces secrets depuis plus de 1000 ans ont finalement rompu leur silence. Ils confirment que la montagne n'est pas naturelle. Ils confirment qu'elle est toujours active, et ils confirment que quelque chose d'enfoui en dessous va transformer tout ce que nous croyons savoir sur notre identité et notre destin. La question n'est pas de savoir si vous les croyez. La vraie question, c'est ce qui se produira lorsque la montagne jugera que l'humanité est enfin prête. Partagez votre réponse dans les commentaires dès maintenant. Et si cette vidéo vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous sans attendre. Nous allons plonger encore plus loin dans ces savoirs interdits que les sources officielles refusent d'aborder. La prochaine vidéo révèle ce que nous avons découvert en examinant les alignements géométriques que le maître Chen nous a montrés, et les résultats nous ont nous-mêmes surpris.